Bonjour tout le monde et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'Espace de travail, le rendez-vous vidéo et long format que Mediapart consacre chaque mois à un univers atomisé en miettes, pourrait-on dire, à la fois en raison des mutations de l'économie et des nouvelles techniques de management. Je suis aujourd'hui en compagnie de Rachida El Azzouzi. Bonjour Rachida, bonjour. Vous êtes journaliste sociale à Mediapart et nous accueillons ensemble Marianne Dujarrier. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous publiez aux éditions La Découverte un livre intitulé « Le management désincarné, enquête sur les nouveaux cadres du travail ». On va venir à votre enquête, mais votre enquête, elle est aussi fournie non seulement par des entretiens, de l'observation, mais par le fait que vous avez été vous-même l'une de ceux que vous observez aujourd'hui, c'est-à-dire les gens qui veulent organiser le travail des autres et qui souvent le désorganisent. Comment est-ce qu'on passe d'un univers de cadre à un univers de sociologue? Ça a été pour des raisons idéologiques, un truc de transfuge, enfin qu'est-ce qui s'est passé dans votre parcours personnel pour que maintenant vous signiez quand même un livre assez sans concession sur vos anciens collègues? Oui, effectivement, j'ai exercé ces tâches de cadre avec, au fur et à mesure de mon avancement dans la vie professionnelle, de plus en plus de questions sur ce que nous étions en train de faire, sur ce qu'on me demandait de faire, sur la façon dont je pouvais le faire. Et il se trouve que dans les entreprises, plus vous montez en grade, plus vous êtes payé pour avoir des réponses, et moins vous êtes payé pour avoir des questions. Et il est venu un moment où effectivement les réponses l'ont emporté sur la possibilité de fournir ces réponses. Et donc là, j'ai entrepris une reconversion professionnelle dans le champ de la sociologie du travail, précisément pour essayer de travailler ces questions qui me travaillaient. Votre livre regorge d'exemples de ce management désincarné. Est-ce que vous pouvez nous en donner un particulièrement saillant? Parce qu'à la fois, quand on lit, on a l'impression de connaître ce que vous décrivez et en même temps, à chaque fois, on se dit « Ah oui, ça va jusque-là ». Si vous voulez, le management désincarné passe par la mise en place de dispositifs. Dispositifs, ce sont des choses, pas des gens, qui vous disent ce qu'il faut faire, donc, en général avec des chiffres, quel score il faut atteindre, qui vous disent comment le faire, au moyen de procédés, le plus souvent maintenant numériques ou informatiques, et enfin qui vous disent pourquoi le faire, donc qui donnent un sens, comme disent les managers, à ce que vous devez faire. Alors, ce qui m'a impressionné, c'est qu'on voit ces dispositifs maintenant encadrer le travail dans à peu près tous les secteurs d'activité, dans les grandes organisations, hein, puisque cette enquête ne porte que sur les grandes organisations, que ce soit des assistantes sociales, des commerciaux, des médecins, des assureurs, des banquiers. Voilà, dans divers secteurs d'activité, à vrai dire à peu près tous, on voit qu'il y a ces trois types de dispositifs qui imposent aux gens d'atteindre des chiffres avec des procédés préécrits et avec un sens prédéfini. Et est-ce que, parce ce qu'on voit dans votre livre, c'est que du coup se crée une opposition entre les tenants de la réalité du travail et les tenants du réalisme économique. Il faut bien arriver à ces objectifs de production. Est-ce qu'on est là dans un moment où certains s'illusionnent complètement sur ce qu'est la réalité ou le réalisme, ou est-ce qu'on est dans l'opposition à la fois politique, idéologique, entre deux formes de réalité? Bon alors, de mon point de vue, la réalité ou le réel n'existe pas comme une chose substantielle. Il y a plutôt des acteurs, qui sont en l'occurrence des salariés, qui ont des expériences diverses et des positions différentes dans le système. Alors effectivement, ceux que j'appelle les planeurs, hein, les cadres qui fabriquent ces dispositifs, le font le plus souvent au nom du réalisme économique, qui est le plus souvent chiffré. Hein. C'est le déficit public, c'est la concurrence internationale, c'est le prix du travail, etc. Donc ils le disent d'ailleurs avec beaucoup de force, hein, mais enfin il faut être réaliste, soyons réalistes, les autres ne sont pas assez réalistes, etc. Et quand on va interviewer les gens qui travaillent avec les dispositifs, eux ne cessent de parler du réel du travail. C'est-à-dire, mais ils ne se rendent pas compte, quoi. Ce que l'on fait pour de vrai, réellement, ils ne le prennent pas en compte. Voilà, donc on aurait, de leur point de vue, hein, si on reprend les termes, hein, des tenants du réalisme versus des tenants du réel, qui sont dans un conflit sourd, parce que ce que fait le dispositif, c'est qu'ils mettent ces gens à distance, ils désincarnent précisément, et donc on aurait comme ça une guerre entre les tenants du réalisme économique et ceux du réel du travail, guerre qui n'a jamais lieu, puisque les dispositifs instaurent un rapport social très intense, mais sans relation entre eux. Oui, c'est ça, vous soulignez sans arrêt que il existe un rapport, parce que les uns dépendent des autres, d'ailleurs dans les deux sens, mais sans contact. Voilà, ils sont précisément les faiseurs de dispositifs créent un objet qui s'interpose entre les prescripteurs du travail et ceux qui doivent le faire. Donc si vous voulez contester la prescription,
Vous pouvez donner une claque à votre ordinateur ou l'insulter, mais vous ne pouvez pas rentrer en relation avec celui qui a conçu soit le procédé, soit les normes, soit les objectifs. Justement, un des rôles de ces planeurs, c'est donc de dire aux salariés de faire moins, de faire plus avec moins. C'est avoir l'esprit collectif tout en s'en mettant à des évaluations individuelles, renoncer à des valeurs professionnelles pour mieux se réaliser, être libre de travail. Enfin, il y a toute une série d'injonctions souvent paradoxales. Comment font-ils pour se débattre avec ces injonctions-là qui sont paradoxales entre le faire plus avec moins Du côté de ceux qui doivent travailler avec les dispositifs. Oui. Alors, il y a beaucoup de réponses possibles. Notons quand même que quand les dispositifs sont très bien faits, les choses roulent. C'est-à-dire que ce qui fait la légitimité des dispositifs, c'est lorsqu'ils fonctionnent. Et parfois, ils fonctionnent. Alors, la question est de savoir... Vous savez, on parle très peu des trains qui arrivent à l'heure, mais il y a beaucoup de dispositifs qui fonctionnent quand même. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils prennent en charge la production, ils automatisent même des tâches qui sont désagréables à faire ou pénibles. Toute la difficulté vient du fait que les dispositifs sont pensés, comme je dis, en plan. C'est d'ailleurs, si j'appelle ces cadres des planeurs, c'est parce qu'ils sont mandatés. On le voit dans les offres d'emploi, dans leur définition de poste. Ils sont mandatés pour penser les choses en plan, c'est-à-dire bien loin, effectivement, du réel. Et donc, toute la difficulté vient du fait que ces dispositifs, parfois, viennent heurter les situations locales, réelles, réellement rencontrées. Alors, il y a pas mal de façons de faire. Une façon très classique, c'est de rendre compte de son travail, notamment de manière chiffrée, en arrangeant les chiffres. Ça, c'est tout le système de verdissement, arrondissement, bidouillage des chiffres, que les travailleurs décrivent très bien. Et d'ailleurs, les contrôleurs de gestion qui reçoivent ces chiffres disent savoir que ces chiffres sont bidouillés. L'inconvénient, c'est que ça prend beaucoup de temps. C'est un temps qui mange sur le travail productif et parfois, ça dépend. De produire des chiffres qui satisferont les demandes au-dessus. Au-dessus, pour qu'on nous laisse travailler, disent les travailleurs. C'est-à-dire pour qu'on leur renvoie les chiffres qui vont bien. Parfois, d'ailleurs, pour faire ces chiffres, on est obligé de dégrader le travail lui-même, ce qui peut créer une tension psychologique forte. D'autres, face à l'injonction de faire du chiffre, se mettent à jouer avec cette idée de chiffre, et donc à rentrer dans la compétition, à faire le plus de chiffres possible, donc là, avoir un rapport ludique à leur activité, au risque d'oublier ce qu'ils sont en train de faire. Il faut exploser un chiffre d'affaires, il faut être conforme à une norme, jouer avec les dispositifs, etc. On a aussi des formes de retrait subjectif du travail, lorsque vraiment les dispositifs rendent le travail infaisable ou dégoûtant, soit en faisant bêtement le travail, c'est-à-dire en retirant son intelligence du travail, ce qui est assez terrible aussi, mais qui est alors... Donc un désinvestissement psychique. Voilà, en fait, de faire un travail sans activité. Je fais ce qu'on me demande de faire, je me robotise, je me machinise, mais au moins je n'ai pas d'ennui. Ou un désinvestissement peut-être plus observé encore, qui fait référence à l'attitude du scribe de Bartleby dans le bouquin de Melville, lorsqu'il dit « I prefer not to », c'est-à-dire qui est difficile à traduire en français, mais qui est « je préfère ne pas ». Donc je préfère ne pas faire, je ne m'oppose pas, je ne sabote pas, mais je préfère ne pas. Donc j'arrondis le dos, j'attends que ça passe, j'essaye de ne pas faire. Vous avez enfin des résistances plus collectives, très traditionnelles, soit des professions, et ça on en a beaucoup dans le service public, dans l'hôpital, en psychiatrie, aux tribunaux, chez les travailleurs sociaux, etc. Donc une défense des professions qui veulent récupérer la normalisation de leur métier, plutôt que de se la voir imposer par des dispositifs, ou des résistances plus syndicales aussi. Il y a des organisations syndicales locales, plus que confédérales, sur ces systèmes de gestion. Il y a même une résistance dont vous parlez qui est assez étonnante, mais qui correspond au fait que souvent ces procédures passent par des outils informatiques désincarnés, qui est de mettre des virus dans les progiciels, c'est-à-dire les programmes informatiques qui sont censés vous guider dans ce que vous devez faire au travail. Oui. Là, on retrouve une vieille technique ouvrière qui s'appelle le ludisme, avec 2D cette fois-ci, qui consiste à saboter la machine qui vous impose des cadences ou des contraintes trop fortes. Et on peut voir, c'est assez marginal et assez peu évidemment dit, des actions sur le système de gestion lui-même pour l'invalider, pour le hacker, en l'occurrence lorsque c'est de l'informatique. Mais qu'est-ce qu'il y a de neuf
alors dans ce management? Est-ce que c'est les techniques, justement, notamment informatiques, qui ont permis de pousser cette désincarnation, cette distance entre celui qui manage et celui qui travaille? Parce que vous citez aussi dans cet ouvrage l'historien et sociologue Thomson, britannique, qui dès les débuts de l'ère industrielle décrivait la bataille du temps des salariés entre, en gros, productivité et qualité du travail. Ouais. Oui, vous avez raison, il y a quand même une filiation historique, hein, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé un beau matin. Il y a une filiation très, très forte avec le taylorisme, avec le fordisme, avec tous ces systèmes de gestion qui ont séparé, et c'est une coupure historique et même anthropologique, hein, qui ont coupé la pensée de l'action. Hein, où, on aurait des systèmes pensés par des ingénieurs, des méthodes qui pensent sans faire le travail, à l'attention de gens qui seraient supposés faire le travail sans le penser. Évidemment, ça ne marche pas comme ça, puisque l'anthropologie taylorienne est fausse, en fait. Hein, ça a été beaucoup montré par les sociologues et les ergonomes. Donc il y a une filiation évidente avec le taylorisme, puisqu'on retrouve dans ces dispositifs la séparation entre penser et faire. Ce qui a peut-être de plus caractéristique à notre époque, c'est la prolifération de ces dispositifs à tous les domaines des secteurs économiques, hein, à la fois dans le privé et dans le public, des dispositifs qui se ressemblent d'ailleurs d'une organisation à l'autre. Hein. Ce sont des dispositifs très standardisés. On voit, par exemple, je sais pas, dans les ressources humaines, tout le monde a la GPEC. La GPEC, il faut traduire. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la démarche d'entretien d'évaluation, les démarches types de formation, etc. En contrôle de gestion, il y a un certain nombre d'outils très classiques comme le benchmarking, etc. En méthode industrielle, vous allez avoir le re-engineering, le lean management. Bon, il y a comme ça une pléthore d'outils qui sont en fait, que l'on remarque dans toutes les organisations. Vous avez par exemple le lean management qui a été inventé chez Renault, dans l'industrie automobile plus largement, qui a été importé dans les tribunaux parisiens. Voilà, donc on a une exportation, une circulation plus exactement de ces dispositifs qui sont standardisés, adaptés localement aux organisations, plus ou moins bien, plus ou moins habilement. C'est d'ailleurs le boulot des planeurs, qui fait qu'aujourd'hui on ne peut pas comprendre l'encadrement du travail sans passer par cette question de dispositif. Dispositif qui déborde doublement le bon vieux management de proximité sur lequel on a beaucoup écrit, hein, qui est débordé à la fois parce que les dispositifs viennent par-dessus eux, hein, ils ont une prescription qui leur passe par-dessus l'épaule, et par ailleurs débordé parce que ça les met eux en situation de devoir rendre des comptes en permanence, et donc ils sont débordés par le système de gestion. Hein. Beaucoup d'entre eux disent « moi je ne fais plus que des chiffres, des tableaux de bord, je passe mon temps à rendre compte ». Donc ça modifie aussi profondément le travail des managers de proximité qui avaient peut-être plus de pouvoir dans le système quand les dispositifs étaient moins forts, moins prenants. Ça revient dans de nombreux témoignages d'ailleurs, l'idée justement que parfois l'outil dépasse le planeur et beaucoup critiquent ce mode de gestion, tant les planeurs, mais y compris les dirigeants, à la fois parce qu'ils ont conscience d'être des pions, ils vous le disent très souvent, mais aussi parce que pour eux, ce système de gestion est à bout de souffle, il nuit autant à la santé qu'à la qualité des produits. Comment expliquez-vous que ces actifs, alors même qu'ils condamnent, critiquent ce système et ses perversions, continuent de se donner avec beaucoup de zèle dans leurs tâches et dans leur rôle de planeur? Alors effectivement, ce qui est frappant, c'est que les planeurs, quand on regarde le mandat qu'ils ont, comme tout cadre, ils ont pour mandat d'optimiser la performance de l'organisation. Ça, ce n'est pas un scoop. La particularité du planeur, c'est qu'il est vraiment à distance de ceux qu'ils encadrent. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui doit mettre en place une démarche qualité dans une grande industrie va être dans une tour à la Défense et il devra écrire des procédures pour des usines qui sont opérationnelles, etc. Mais pareil sur les services ou même dans la fonction publique. Ce qui rend le travail a priori impossible. Toute la sociologie du travail et même les militaires ont beaucoup insisté historiquement en disant un bon manager, c'est quelqu'un qui connaît le boulot, qui est à proximité, qui connaît les gens. Bon. Donc on pourrait penser que c'est un travail impossible. Par ailleurs, ils sont dans les rapports sociaux, comme tout cadre, ils sont entre un actionnaire qui va bénéficier de cet accroissement de performance et des gens qui concrètement essayent de faire le travail. Donc bien souvent, ils sont amenés à externaliser, intensifier, automatiser, rationaliser le travail des autres pour le bénéfice d'un tiers.
Et eux-mêmes, les planeurs eux-mêmes disent, au fond, on est dans les rapports sociaux, on a le mauvais rôle, quoi. On pourrait même, pour reprendre l'expression qu'utilisait Richard Sennett à propos des consultants, on fait le sale boulot managérial. Donc on pourrait dire qu'ils ont un travail qui est à la fois impossible et indésirable. Et pourtant, comme vous le dites très bien, ils arrivent à le faire. Et avec zèle. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'ils ne le font pas du bout des doigts, ils le font effectivement avec un engagement. Qui t'a envoyé des mails à 4 h du matin, voilà. Comme le raconte un salarié. Un consultant, oui, parce qu'ils sont encore plus extrêmes sur les modes de travail que les autres planeurs. Alors effectivement, on peut essayer de comprendre, moi c'était l'énigme que j'ai essayé d'explorer, c'est comment comprendre qu'ils arrivent à le faire et qu'ils le font avec tant de zèle et d'entrain et même de plaisir. Alors il y a deux réponses à ça. La première, c'est que leur travail est lui-même rationalisé, taylorisé. C'est-à-dire que les faiseurs de dispositifs, en fait, sont plutôt des diffuseurs de dispositifs standards qu'on peut acheter sur le marché du management. Donc on va acheter des dispositifs standards qu'on va adapter aux organisations. Et puis le travail d'adaptation est lui-même rationalisé, taylorisé. C'est-à-dire que chacun va avoir une petite tâche à faire selon le niveau hiérarchique dans lequel il se trouve, selon la spécialité gestionnaire dans laquelle il est. Une petite tâche qui est faisable, en fait, et qui rend le travail possible. Pourquoi ils s'y engagent autant, ou plutôt comment est-ce qu'ils s'y engagent autant? C'est eux qui m'ont suggéré cette hypothèse quand je leur ai posé cette question, en disant mais comment comprendre qu'avec des diplômes tels que les vôtres, vous ayez des horaires plus extensifs que les ouvriers du 19e siècle, avant qu'on invente le droit du travail. Bon. Et leur réponse est très très régulièrement « je suis pris au jeu ». C'est marrant, je veux remporter le truc, je veux finir le projet, je ne peux pas lâcher mon équipe, je veux remporter la compétition. Donc, tout un vocabulaire qui renvoie au jeu, en fait. Ce que vous appelez le capitalisme ludique. Voilà. En tout cas, eux, l'hypothèse que j'ai essayé de vérifier, enfin, que j'ai vérifiée avec eux, c'est qu'ils ont une façon de renormaliser leurs tâches qui rend leur activité ludique. Alors, pourquoi? Parce que ce sont des cadres qui manipulent des chiffres. Hein. C'est une activité essentiellement symbolique, des chiffres et des lettres, sur des fichiers. Bon. Et c'est vrai qu'il y a des entités abstraites plus que des individus. Des entités abstraites. Hein. Ils sont en plan, vraiment, c'est ça leur caractéristique. Et il y a une certaine jouissance à assembler rapidement, habilement, joliment même, avec une dimension esthétique, ces chiffres, ces lettres, etc. En plus, leur travail est organisé par projet et par mission, donc il y a comme une temporalité, comme des parties, avec des débuts et des fins. Ce que vous appelez une gamification, en fait. C'est vraiment un vocabulaire... Ouais, c'est un peu autre chose. Mais emprunté à l'univers du jeu, en tous les cas. Alors la gamification, c'est un peu autre chose, mais sur le caractère ludique de l'activité des planeurs, pour essayer de montrer comment cette activité est ludicisée, donc il y a à la fois l'idée qu'il y a du plaisir à agencer ces chiffres, l'idée que leur travail est scandé par des parties, et surtout qu'il y a une règle du jeu professionnel qui est construite collectivement, qui consiste à mettre hors jeu. La définition même du jeu, c'est de créer une règle du jeu, qui met hors jeu des pans entiers du réel. Ce que nous faisons tous dans notre travail, pour arriver à nous concentrer, on est obligé de cadrer. En revanche, dans le cas des planeurs, ce qui est caractéristique, c'est ceux qui le mettent hors jeu a un lien très fort avec les plans qu'ils font. Et la norme professionnelle, c'est que celui qui conteste la règle du jeu ou qui rappelle le hors-jeu est sanctionné professionnellement. Donc c'est une norme construite collectivement et tenue collectivement. Mais alors je vais me faire l'avocat du diable, parce que vous rappelez dans le livre que Diderot disait qu'il était plus facile de tuer un homme à distance que d'égorger un bœuf à main nue, et on voit que les planeurs continuent à faire leur travail, d'organiser le travail des autres, parce qu'aussi ils sont à distance et qu'ils peuvent être dans le déni de ce que ça fait aux travailleurs réels. Néanmoins, est-ce que dans des grandes entreprises, on n'est pas tenu à une forme de distance, on ne peut pas être dans un quotidien de la pratique du management? Donc, comment est-ce qu'on peut tenir à la fois la taille des organisations, puisque vous vous intéressez à des grandes organisations, et qu'on voit des effets délétères de la distance entre ceux qui organisent le travail et ceux qui le pratiquent? Oui, c'est ça. Le problème des grandes organisations, c'est d'organiser des détails en masse. C'est extrêmement compliqué, que ce soit la massification de l'éducation, de l'hôpital, du travail social ou de la restauration rapide, des supermarchés, etc. Il faut arriver à organiser les choses en pensant en masse, le petit détail qui est toujours soumis à des aléas et à des cas singuliers. C'est pour ça que les dispositifs sont une réponse. Historiquement, les dispositifs tentent de concilier la massification et la personnalisation, mais c'est effectivement plus le côté standardisation qui va primer.
Pardon, je n'ai pas répondu à votre question. Non, mais c'était comment est-ce qu'on tient ensemble. Effectivement, on a besoin d'une certaine forme de distance parce qu'on ne peut pas être au quotidien avec tous les travailleurs et en même temps, on voit bien les effets délétères de cette distanciation. Donc, comment est-ce qu'on peut résoudre ça? Alors, quand ça se résout, parce que les situations ne sont pas toutes noires, hein, il y a des arrangements, etc. En fait, les responsables de proximité, les managers de proximité ont un rôle très important là-dedans, dans la manière dont ils traduisent ou pas ces dispositifs qui s'imposent à eux, hein, dont ils assouplissent ou pas, dont ils traduisent les injonctions venant du haut. C'est assez ancien, hein, cette question-là, mais ils peuvent avoir plus ou moins de marge de manœuvre dans l'adaptation des dispositifs aux réalités, entre guillemets, du terrain. Là-dessus, on voit que les managers de proximité ont plus ou moins de marge de manœuvre. Alors évidemment, ceux qui sont proches de la retraite, ceux qui sont fonctionnaires en ont davantage que ceux qui sont en CDD à 25 ans, c'est une évidence. Donc le statut d'emploi, là, joue à plein. Bon, après, il y a aussi des positions personnelles, hein, de militants, de cadres enfin, qui se disent militants, hein, c'est assez intéressant, qui disent « moi, je ne ferai pas ça n'a pas de sens ». Voilà, donc on a ce rôle, hein, du manager de proximité qui est très important dans l'effet de ces dispositifs sur le travail réel. Je voudrais revenir moi, sur un des chapitres passionnants un petit peu du bouquin qui est le consacré à ces cadres du capitalisme et qui est un petit peu une galerie de portraits. Je pense notamment à Céline qui est donc cette consultante en fusion-acquisition qui gagne plus de 100 000 euros annuels et qui vous dit qu'elle est sacrifiée. Et qui, quand vous lui demandez mais pour qui vous travaillez, elle ne sait plus vous dire pour qui elle travaille. Alors au travail qui épuise, est-ce qu'on a justement aussi pas ce management qui contribuait à faire que le travail perd son sens? Alors le cas de Céline, effectivement, est peut-être un point très, très net du rapport au travail que ces planeurs ont. Hein. Ils sont très très engagés, ils travaillent beaucoup. C'est une norme sociale de dire qu'on travaille beaucoup. Il faut dire qu'on travaille beaucoup, qu'on part le week-end avec son smartphone, qu'on sacrifie ses vacances, qu'on passe des nuits blanches. Voilà, ça, c'est très très bien vu. Hein. Donc il y a comme ça une sorte d'esthétique de l'engagement, surtout dans le haut de cet espace professionnel qu'est le conseil en stratégie et la finance. Alors le cas de Céline, elle a peur du burn-out, comme beaucoup de ses planeurs. Hein. Dans l'enquête quantitative que nous avons faite avec l'APEC, on voit que le principal risque que ces planeurs voient à propos de leur propre travail, c'est la perte de sens et la souffrance au travail, par rapport à plein d'autres risques qu'on peut trouver dans le travail, hein, comme l'exposition à des toxiques ou des accidents du travail, etc. Eux, c'est vraiment la question de la perte de sens qui est forte. On pourrait d'ailleurs imaginer que le cadrage ludique dont je vous ai parlé précédemment est une forme de réaction défensive face à cette perte de sens. Alors Céline a peur du burn-out, en même temps elle travaille beaucoup. Elle dit qu'elle sait sacrifier, pas qu'elle est sacrifiée, hein, c'est-à-dire qu'il y a une volonté propre d'avoir fait ça. Elle est très ambivalente sur son propre rapport au travail, parce que finalement elle a très bien réussi, elle est contente. Bon, elle dit à cause de mon travail j'ai divorcé, mais quand même j'ai fait 2 beaux enfants. Enfin, voilà, c'est ce qui ressort, si vous voulez, du rapport au travail chez ces planeurs, c'est l'ambivalence. Ils ne se vivent pas du tout comme des super gagnants qui ont le confort, le salaire, etc. Ils ont un bon salaire, mais ils travaillent beaucoup. Donc, quand ils divisent le salaire par le nombre d'heures, ils disent ça ne fait pas tant que ça. Ils sont dans des bureaux confortables, mais ils sont très stressés, etc. Donc, ils sont très ambivalents sur leurs conditions de travail. C'est pour ça qu'on ne peut pas expliquer leur engagement au travail uniquement par le fait qu'ils auraient intérêt à le faire, hein, par une explication utilitariste, pourrait-on dire. Alors justement, il y a quand même un des points saillants de votre livre, c'est de voir que donc non seulement ce dont on se doute, hein, ce type de management désincarné crée de la souffrance, du désinvestissement parmi les travailleurs, mais vous le dites là que les planeurs eux-mêmes sont dubitatifs des fois sur leur travail, ce qu'ils font. Et puis, ce qui est le plus surprenant, c'est qu'on voit que les dirigeants d'entreprise, qui sont souvent ceux qui commandent à des consultants extérieurs ces types de réorganisation ou d'organisation du travail, sont eux-mêmes déçus. Aussi parce qu'ils trouvent ça contre-productif, je dirais, quasiment économiquement, pas seulement sur les conditions de travail. Donc moi, ma question, c'est pourquoi on continue ? Alors moi, je reformulerai votre question, si vous voulez bien, en disant comment ça continue. Parce que pourquoi, je ne sais pas y répondre, mais enfin, comment ça continue. Ça continue dans la mesure où les dirigeants ont intérêt, en fait, à acheter ces standards, ces méthodes standardisées. Hein, comme dirait Keynes, il vaut mieux se tromper avec tout le monde que se tromper tout seul. Donc, ça, du point de vue de la prise de risque d'un dirigeant, il vaut mieux acheter la dernière méthode de management à la mode que d'aller s'aventurer sur d'autres. Les planeurs, eux, ont un espace professionnel
constitués, c'est-à-dire qu'ils ont d'une certaine manière intérêt, et ils sont portés par une profession pour continuer cette activité-là. Activité qui est aussi un marché, puisque maintenant, les méthodes de management sont des marchandises que l'on peut trouver chez tous les prestataires d'entreprise, dans l'édition, dans la presse, etc. Donc il y a un marché des méthodes de management où les offreurs ont intérêt aussi à l'extension de ce marché. Donc on voit que les acheteurs des méthodes, les offreurs des méthodes et ceux qui les implantent ont tous intérêt à ce que ça continue comme ça, sans qu'il n'y ait vraiment d'évaluation de la performance de ces dispositifs. Parce qu'au fond, l'évaluation, alors que ces dispositifs prétendent mettre l'évaluation au cœur de tout, il y a rarement une évaluation économique ou sociale ou matérielle ou écologique de ces dispositifs, en fait. Alors pour comprendre une partie du fait qu'on en soit arrivé à ce management désincarné par des dispositifs à distance, il faut sans doute comprendre une mutation dans l'entreprise elle-même, dans ce qu'on conçoit comme la direction de l'entreprise. J'aimerais à ce sujet qu'on regarde un extrait d'un documentaire que vous allez facilement reconnaître, Marine Dujarrier, puisque vous en étiez conseillère scientifique. Le dirigeant de l'entreprise est ce que j'appellerais le maillon faible paradoxal. C'est le maillon faible parce qu'il est le plus vulnérable aux pressions qui viennent de l'actionnariat. Et maillon faible paradoxal parce que néanmoins il est le patron de l'entreprise et qu'il a donc les moyens de décréter la mobilisation et de mettre toute son organisation sous tension pour lui faire atteindre les objectifs qui le protègent, lui, patron. Qui est cet actionnaire qui dicte les objectifs? Qui est Henri Kravis? Je vous dis, comme il y a beaucoup de monde qui nous regarde, voilà, je suis un peu prudent là-dessus. Ouais, sur Q et sur l'actionnaire aussi. Ouais, je suis sur Q et sur l'actionnaire, voilà, parce qu'à partir du moment où le mot KKR est prononcé, où que ce soit, partout, ils ont des agences qui pigent la presse à longueur de journée, enfin c'est des gens très organisés, qui ont des grandes oreilles partout. Et donc, à partir du moment où le mot KKR est prononcé, il y a une oreille qui se reste quelque part. Et si je pouvais éviter, ouais. C'était donc un extrait de La mise à mort du travail, un documentaire en 3 parties de 2009. On y voyait l'économiste Frédéric Lordon, puis un cadre d'entreprise assez haut placé, quasiment terrorisé au fond par la figure de l'actionnaire. Et ce que vous montrez, vous, dans votre ouvrage, Marine Dujarrier, c'est à quel point, si on pense le patron, eh ben, en fait, on ne comprend pas comment fonctionne la direction et donc le management. Qu'est-ce que vous parlez quasiment aujourd'hui que par patron, il faudrait désigner 7 figures, je crois. Oui, c'est ça. Très souvent, les salariés, comme les sociologues d'ailleurs, se disent mais qui est le patron, en gros, qui est-ce qui décide de ces modes de management sur lesquels il y a un jugement social assez critique. Et en fait, quand on cherche le patron, dans les grandes organisations, on s'aperçoit que la figure est éclatée. Alors là aussi, c'est une histoire qui est séculaire, qui s'inscrit depuis au moins 100 ans. Avec l'augmentation des tailles des organisations, progressivement, les propriétaires se sont séparés des dirigeants, qui sont devenus des salariés. On pourrait dire des salariés comme tout le monde, pas tout à fait, mais enfin des salariés quand même, ils ne sont pas actionnaires pour la plupart. Ces propres dirigeants ont embauché des ingénieurs de bureaux des méthodes qui sont devenus les planeurs, qui se sont eux-mêmes éclatés dans plusieurs spécialités gestionnaires. Je fais ce geste-là, c'est-à-dire pour montrer que l'éclatement est horizontal après avoir été vertical. Ces mêmes planeurs ont des homologues consultants, avocats, auditeurs, etc., qui sont spécialisés sur les mêmes domaines gestionnaires, mais qui sont hors de l'entreprise. Vous avez en plus des intermédiaires financiers qui sont arrivés entre les propriétaires et les dirigeants, qui sont notamment les fonds d'investissement, qui ne sont pas propriétaires, mais qui fédèrent des capitaux pour des visées spéculatives. Vous avez évidemment les membres du conseil d'administration, entre l'actionnaire et le dirigeant. Ces membres-là n'ont pas forcément les mêmes intérêts que les propriétaires et que les dirigeants. Et puis nous avons nos cadres de proximité de toujours, donc entre propriétaires, fonds d'investissement, board, dirigeants salariés, planeurs et managers de proximité, on a effectivement 7 niveaux. Et ce qui fait qu'un salarié qui veut contester sa situation d'emploi ou de travail dit vers qui se tourner pour contester ça. Est-ce que c'est la DRH? Est-ce que c'est l'actionnaire? Est-ce que c'est le fonds de pension qui leur impose une rentabilité de 20%? Est-ce que, voilà, il y a une difficulté à trouver une figure patronale unifiée. Je fais juste du coup une petite parenthèse sur la question de la solitude, parce que ça renvoie un petit peu à l'impression aussi que le cadre il est finalement assez seul, et je reviens du coup à Céline, cette manager qui témoigne dans votre ouvrage.
elle vous remercie à la fin de s'être entretenue avec vous sur son travail, parce qu'elle explique qu'elle travaille comme une dingue et qu'elle ne parle jamais de son travail, encore moins à des personnes externes. Du coup, il y avait un peu cette impression aussi que le cadre, on a l'impression que le cadre a un vrai besoin aussi de parole. Alors là, il est perdu parce qu'il ne sait plus où est son patron, mais il y a aussi ce déficit d'une parole pour... Alors ça, c'est vrai des cadres, mais je crains que ce soit vrai de tous les salariés. C'est-à-dire que quand on fait un entretien clinique avec un travailleur clinique, c'est-à-dire où on associe la personne à l'interprétation de ce qui lui arrive, en général, ils sont très reconnaissants parce qu'on a rarement l'occasion, sauf à saouler nos conjoints, nos amis ou autres, hein, de parler comme ça du travail à quelqu'un justement qui est neutre par rapport à la situation. Dans le cas des cadres que j'ai rencontrés, avec des dispositifs cliniques donc, qui favorisent l'interprétation qu'ils font de leur propre situation, ça les amène effectivement à réaliser, dans les deux sens du terme, ce qui leur arrive et ce qu'ils en font. Donc, et ça, c'est un développement de l'intelligence, de réflexivité, si vous voulez, sur le travail, dont ils nous sont grés. Ils ne sont pas si seuls que ça, ces planeurs, parce qu'ils sont fortement socialisés, mais entre eux. Hein. C'est pas spécifique aux planeurs, hein. Beaucoup de professions sont comme ça, dans une socialisation restreinte. Hein. Les médecins entre médecins, les ouvriers entre ouvriers, les journalistes entre journalistes, les universitaires entre universitaires, c'est assez banal. Ce qui est particulier avec les planeurs, c'est que leurs plans ont un lien avec un reste du monde qui finalement, ils n'ont pas l'occasion de fréquenter et qu'ils ne cherchent pas à fréquenter. C'est-à-dire qu'à la fois leur situation objective, organisationnelle, fait qu'ils n'ont pas à les croiser, et en même temps, évidemment, leur socialisation est plutôt restreinte à d'autres planeurs. Hein, donc D'ailleurs, vous écrivez que c'est plutôt mal perçu si jamais un planeur s'entretenait avec les opérationnels, ça pourrait être nuisible à sa carrière. En tout cas, c'est pas très bien vu, effectivement. C'est-à-dire ramener des éléments du réel que ces plans représentent freine la production des planeurs. Il y a un côté fonctionnel à l'abstraction et à la distance mise avec le réel, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire des additions que d'aller voir dans le réel comment fonctionne une chaîne de montage, un service social ou un hôpital. L'abstraction est ici presque une condition de productivité du travail même des planeurs. Alors, ce n'est pas tout à fait une question pour une sociologue, mais c'est peut-être une question qu'on peut poser quand même à une ancienne planeuse qui, elle, s'en est sortie en faisant de la sociologie du travail. Je ne sais pas si je m'en suis sortie, ça c'est autre chose. Est-ce que, par rapport à cette situation qui continue, en engendrant beaucoup de souffrance chez les travailleurs, en engendrant une position très ambiguë parmi ceux qui veulent comme ça réorganiser le travail, et même de l'insatisfaction vis-à-vis des dirigeants, voire des actionnaires, puisque quasiment ça pourrait être contre-productif, des fois économiquement, quelle piste on aurait pour se sortir de cette situation? Est-ce que c'est trouver les bons dispositifs, s'il y en a, en se disant qu'aujourd'hui on est forcément dans un management par dispositif, du moins avec une certaine taille de l'entreprise? Est-ce que c'est au contraire en sabotant, avec la complicité ou pas d'ailleurs des cadres opérationnels, ces plans de travail dont on voit qu'ils ne sont pas opératoires, voire dangereux? Est-ce qu'il y a encore d'autres pistes? Toute la question, et c'est une vieille affaire en sociologie du travail, c'est la question de l'autonomie. C'est-à-dire dans quelle mesure est-ce qu'un travailleur, quel que soit son niveau d'ailleurs, peut adapter ce qu'il fait à la situation locale, déployer son intelligence, sa sensibilité, hein, et produire des significations en même temps qu'il travaille. Si les plans s'imposent comme ça, avec au fond une anthropologie de l'activité qui est très simpliste, toute taylorienne, hein, c'est finalement ce que ces plans imposent, c'est une sorte de travail sans activité, un travail vidé d'intelligence, de sensibilité et de signification. Si on veut modifier les choses, il n'y a personne qui peut appuyer sur un bouton pour modifier les choses du jour au lendemain. Mais en tout cas, le rapport de force qui se joue autour de ça, c'est la possibilité de maintenir une certaine autonomie, c'est-à-dire la capacité de normaliser son travail, de créer, d'être producteur de normes, comme dit Canguilhem, plutôt que de simplement s'adapter à des normes, hein, qui est une condition de la santé. C'est quand même très important, du sens et de la santé au travail. Donc tout l'enjeu, tout le rapport social aujourd'hui est sur cette question de l'autonomie au travail, me semble-t-il.
Et comment est-ce qu'on peut articuler, parce que c'est ça qui est aussi saisissant dans le livre et qui fait référence à votre livre précédent qui s'appelait Le travail du consommateur, où de plus en plus, au fond, avec les self-service, le travail collaboratif, eh ben, on demandait au consommateur d'être lui-même partie prenante de l'activité, même si lui est bénévole, qui est lucrative. Comment est-ce que ce que vous décrivez dans l'entreprise, hein, le management désincarné, est relié à d'autres fonctions que chaque individu a en plus des travailleurs, c'est-à-dire d'être consommateur et même d'être citoyen? Parce que cette gouvernance à distance, par des dispositifs, Michel Foucault la décrivait déjà pour le citoyen comme un mode de gestion des populations. Est-ce que ces trois figures du consommateur, du travailleur et du citoyen, aujourd'hui elles se rejoignent dans une manière d'être gouvernée? C'est effectivement le constat que je fais, c'est-à-dire en employant le mot dispositif, évidemment, j'ai une grosse dette à l'égard de Foucault et de son cours de 79, hein, donc c'est déjà ancien, où il expliquait que le gouvernement, c'est-à-dire l'État, en fait, procédait à une conduite des conduites, à un gouvernement à distance des citoyens, dans les prisons, etc. Moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ce mode de gouvernement existe aussi dans le travail et dans la consommation. Donc, au fond, j'étends l'hypothèse foucaldienne à d'autres sphères qui n'est pas simplement celui de l'État et du citoyen, mais du travail et du marché. Donc ça serait effectivement caractéristique de notre société aujourd'hui, ce mode de gouvernement par les dispositifs. Et est-ce que ça correspondrait aussi à un nouveau régime de l'autorité d'une certaine manière, où c'est vrai que c'est le gouvernement par les nombres, ce qu'on appelle aussi la gouvernance algorithmique, permet de donner une objectivité qui permet de dire aux gens il faut agir comme ça, à un moment où on n'est plus en mesure peut-être de dire tu dois agir comme ça parce que c'est moi le chef. Oui, effectivement, hein, ce type d'encadrement qui donne des objectifs quantifiés et qui automatise un certain nombre de décisions vraiment politiques en fait, qui croisent l'activité de travail, fait penser au gouvernement algorithmique dont parle par exemple Berns et Rouvroy à propos du big data. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une forme d'automatisation de ce que moi j'appelle le travail d'organisation, c'est-à-dire tout le boulot que ça demande de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire, pourquoi le faire, que prétend faire ces dispositifs et imposer aux travailleurs. Mais ils ne se laissent pas faire. C'est-à-dire que la question du sens de ce que l'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait, reste en permanence un objet de négociation et de discussion. Oui, et puis avec cette différence qu'un citoyen à qui on imposerait par exemple une loi sur le renseignement fondée sur le big data a toujours possibilité de voter, alors que le travailleur a moins possibilité de remettre en cause les chiffres qu'on lui demande de fournir. Ouais. Ou qu'on leur demande de fournir par sa production et qu'on lui demande de fournir par la traçabilité de son activité et de celle des consommateurs. Ça, c'est quand même très fort aussi, fait partie des critiques qui peuvent être faites par les travailleurs eux-mêmes à ces dispositifs. Tout à fait. Merci beaucoup, Marianne Dujarrier. Merci à vous. L'ouvrage que vous publiez s'intitule Le management désincarné. C'est aux éditions La Découverte. Et nous, Rachida, on se retrouve bientôt pour un nouvel espace de travail. Merci beaucoup.